essayez de vous imaginer le courage que ça prend pour faire le premier geste d'entrer dans une banque alimentaire. Alors, c'est quasiment cruel, là, je dirais, mais en même temps, c'est une question de survie. L'itinérance, ça, c'est un problème grandissant au Québec. On estime que 60 des personnes en situation d'itinérance se trouvent ici même à Montréal. Ouch, j'ai mal à ma ville. Puis c'est pas seulement au centre-ville, là, c'est une situation qui s'étend partout dans le Grand Montréal. Et comme on aime notre ville, c'est important d'ouvrir la conversation sur le sujet. Et c'est pour ça que j'ai la chance de m'entretenir aujourd'hui avec le président directeur général de Centraide, M. Claude Pinard. On va le voir. Claude, merci d'être là aujourd'hui. Super content d'être là. Hey, Centraide, tout le monde connaît ça. Hein? Tout le monde dit, ah, moi, je donne à Centraide, donc je donne à plein d'organismes en même temps. Mais qu'est-ce que c'est exactement, Centraide? Centraide, c'est un investisseur social stratégique. Donc, on a une expertise sociale. Ce que ça veut dire par là, c'est qu'on investit dans les quartiers de Montréal, la Rive-Sud et de Laval, dans plus de 375 organismes et projets dans le but de soutenir un Grand Montréal sans pauvreté et inclusif. Donc, c'est vraiment la pauvreté que vous visez, entre autres. Oui, oui. Puis la pauvreté, vous savez, ça a plusieurs définitions, mais Oui. la pauvreté, très simplement, là, c'est ne pas avoir assez de ressources pour combler ces 4 besoins essentiels qui sont se loger, se nourrir, se vêtir, se transporter. OK. Donc, pas avoir assez de ressources, des fois, ça peut être financière, mais également des ressources de capacité. Oui. Et il y a naturellement des facteurs qui accélèrent la question de la pauvreté. Et là, c'est lorsque vous faites partie de groupes comme une famille monoparentale, vous faites une personne racisée, une personne récemment issue de l'immigration, une personne handicapée, une personne âgée. Donc, il y a plusieurs facteurs qui viennent accélérer certaines situations de pauvreté, mais la définition comme telle, qu'on utilise, nous, chez Centraide, c'est effectivement ce que je vous disais tantôt. Donc, c'est 4 choses de base très importantes. Oui. Bon, la pauvreté mène parfois, en situation extrême, à l'itinérance. Bien, pas si rarement que ça, finalement, hein, on dirait bien. Puis, il y a beaucoup de stéréotypes. Là. C'est quoi les différentes formes d'itinérance comme telle? Là? Écoutez, il y en a, l'itinérance, on le voit, dans ma tête, je pense à la publicité qu'on vient de lancer Centraide. Notre campagne de pub commence avec des images d'une femme qui est avec sa fille et qui fête les 9 ans ou 8 ans de sa fille. Oui. Puis là, on voit le 8, 7, et dans la joie, dans un appartement, tout ça. Mais la première image, qui en fait la dernière, c'est lorsque la petite a 5 ans, elle est dans la voiture, puis elle demande à sa mère, est-ce qu'on va dormir dans la voiture? Puis elle dit oui, ce soir. Et après, on voit la dame entrer dans un organisme communautaire pour avoir de l'aide. Fait que il y a tellement de formes d'itinérance. Est-ce que c'est ça qu'on appelle l'itinérance invisible? Oui, absolument. Ceux qui vivent dans leur voiture ou chez des amis, qui squattent un peu n'importe où? C'est un exemple. Il y avait dans un grand quotidien de Montréal récemment un article aussi qui parlait d'une jeune femme qui se promenait du HLM de son père ou encore chez sa tante. Oui. Donc, on voit ces situations-là. C'est très courant. Et ça fait mal Oui. de voir aussi et d'entendre. Une collègue l'autre jour qui me dit, dans NDG, alors NDG, on ne pense pas, tu sais, Benny Farm. J'ai habité dans ce coin-là, c'est très beau. On ne pense pas à ça. Oui. Et d'entendre, une personne qui dormait dans sa voiture. Et moi, je couple ça à des histoires que j'entends dans les organismes communautaires. Je passe beaucoup, beaucoup de temps sur le terrain. Et alors, ce qu'on voit, c'est des gens arrivés en refuge avec une mallette. Donc, c'est des gens qui ont un travail? Oui, qui vont travailler. C'est des gens qui sont en banque alimentaire et qui entrent en banque alimentaire avec leur mallette, donc leur sac de travail, et qui ne veulent pas être là. Vous savez, moi, j'aime bien rappeler aux gens tout le temps, essayez de vous imaginer le courage que ça prend pour faire le premier geste d'entrer dans une banque alimentaire. Alors, c'est quasiment cruel, là, je dirais, mais en même temps, c'est une question de survie. Fait que, si vous me parlez d'itinérance, on a dit qu'on se tutoyait. Hein? Oui, on va se tutoyer. OK, écoute, on va s'assumer, Patricia. Tu me parlais d'itinérance. Oui. Si on parle d'itinérance à Montréal actuellement, il faut absolument parler de la situation du logement. Oui. On parle de la crise du logement. Absolument. Moi, je vais vous dire, on n'a plus une crise du logement, on a une situation structurelle du logement. C'est-à-dire? Et je ne veux pas faire de sémantique, mais essentiellement, ce qu'on vit actuellement à Montréal, ou en fait au Québec, je devrais dire, au Canada même, parce que je parle à mes collègues canadiens, et aux États-Unis, parce que je parle également à mes collègues américains, ce qu'on vit actuellement, c'est on vit les effets d'un désinvestissement qui a débuté quand?
en 1995. OK. Alors donc on est prêt, on est vite à dire wow, on n'a pas investi dans les 6-7 dernières années. Mais la crise actuelle, elle se prépare depuis 30 ans. OK. Quand tu dis on, tu parles de quel palier de gouvernement? Les, de les- les qui? 3 paliers de gouvernement. Oui. Alors, mais en fait, quand je parle de 1995, Oui. je parle vraiment du fédéral qui, à ce moment-là, a retiré un peu de billes OK. par rapport au financement du logement social et abordable. Mhm. Donc, logement social où on voit la présence de l'État dans des différents programmes de façon très soutenue. Ouais. Logement abordable qui est fait pour atteindre, en fonction des revenus médians, un certain pourcentage, pour donner aux gens de pouvoir rester dans un logement qu'ils sont capables de payer. Ouais. Puis j'ai plusieurs statistiques intéressantes là-dessus. Le truc, c'est que ce qu'on voit maintenant, c'est qu'on ne voit pas une reprise. Fait que moi, quand vous me parlez d'itinérance, ce que je dis, juste encore, vous voyez, hein, tu as vu? Ouais, on va mélanger ça tout le Non, long, c'est sûr. c'est parce que Annick des communications est juste Oui. devant moi, puis elle va me chicaner après. Donc, je vais essayer, là, Patricia, je vais faire un effort. Alors, quand tu me parles d'itinérance, Oui. puis tu me parles de logement, moi, je suis obligé de te dire que on est là-dedans pour quelques années encore. C'est sûr, Et- malheureusement. Il faut accepter qu'on a pour 2 ou 3 ans. Moi, ce qui vraiment me chicote, Ouais, je ouais. vais te le dire. Oui, vas-y. Donc, puis regarde Parce ta que question. 2-3 ans, je trouve pas ça beaucoup, là, mais vas-y, Mais continue. 2-3 ans minimum, parce que je ne veux pas décourager les Ouais. gens. Mais moi, ce qui me chicote, c'est comment on fait, comment que ça se fait que cette année, encore, en 2024, le 1er décembre est arrivé, puis on a fait « Hey, il va faire froid cet hiver ». Ou que le 22 janvier, on s'est dit « Ça se peut qu'il neige le 2 Ouais. février ». Alors, moi, c'est ça qui vraiment, dans ma tête, là, tu sais, comme président de Centraide, quelqu'un qui vient en aide à qui fait que son organisme vient en aide à plus de 800 000 personnes, une personne sur 5 dans le Grand Montréal, je me dis, Ouais. ben voyons donc, on l'échappe à chaque année. Mhm. Fait que, on l'échappe pourquoi? Parce qu'il y a un manque de collaboration, on est trop pris un peu dans nos intérêts corporatistes, tu sais, de se dire, ah ben moi, je veux faire ça de la telle façon, j'ai pas d'argent, tout ça. La réalisation ici qu'on a, tout le monde, Oui. par rapport à l'itinérance, par rapport aux enjeux sociaux, c'est que seul, on n'est pas capable de rien faire. C'est ça la réalité. Oui. Alors, moi, Centraide, là, Mhm. j'ai fait une campagne record l'année passée de 71,5 millions de dollars. Extraordinaire, n'est-ce pas? Ben oui. Alors, ce 71 millions de dollars-là représente 18 du budget en moyenne de 375 organismes à Montréal, mais fait de nous le deuxième plus important investisseur après le gouvernement. OK. 71 millions. Oui, c'est... Alors, on parle d'un budget du Québec de 140 millions. Le gouvernement fait de l'excellent travail. La ministre qui est là, Mme Rouleau, on a une excellente relation avec je vais dire Chantal, je vais me faire chicaner encore, Oh, c'est mais ça. avec Chantal Ouais. tu sais, qui vraiment fait beaucoup. Moi, ce que je dis au gouvernement, ou j'interpelle le gouvernement, c'est on doit absolument prendre l'ensemble des cartes que nous avons devant nous, les Ouais. prendre, les lever dans les airs, mettre tout le monde autour de la table et essayer de trouver des solutions. Bon, OK. Là, j'ai l'impression qu'on mélange ici deux choses. Les solutions court terme, comme justement les lieux d'hébergement l'hiver et tout Oui. ça, et les solutions long terme, comme les logements sociaux. Oui. On peut faire tout ça en même temps? Parce que On les n'a deux pas le choix. problèmes vont coexister toujours, là. On n'a pas le choix. Fait que donc, il faut atténuer les effets de la crise du logement, qui sont des solutions court terme. Mais on doit Ben, absolument... long terme plus. Non, Oui, OK. Donc, à atténuer court actuellement. terme, À oui, court c'est terme, ça. on doit absolument s'occuper des gens Trouver des refuges. Fait- absolument, peut-être... bon. ou qui ne mangent pas, ou, OK. ou, tu sais, qui ont des... Admettons qu'on les prend un par un. Ouais. Court terme, on fait quoi? Le court terme, il faut mieux. Oui. Il y a de l'excellent travail qui se fait en itinérance à Montréal. Nous, on investit, on est un joueur important là, par rapport au financement. On met peut-être 4 millions de dollars par année dans le Grand Montréal. Mais on a vu, dans ton introduction, tu disais, tu sais, c'est pas juste... C'est pas juste au c'est pas centre-ville. juste à Montréal. Fait que, mais historiquement, les grandes villes nord-américaines, l'itinérance était concentrée dans les centres-villes. Oui. Alors là, maintenant, ça bouge beaucoup. Il y C'est a- rendu en bout de ligne de métro. On a juste déplacé le problème. Absolument. Fait que, et subitement, comme on a déplacé le problème, bien là, il faut plus s'en occuper. Vous savez, Ouais. parce que là, c'est plus visible. Mm. Alors donc, il faut s'assurer d'avoir assez de place en refuge. Il faut s'assurer aussi qu'on ait les outils et les services, c'est souvent ça le problème, pour appuyer les gens à les aider à des fois se raccrocher. Donc, ils appellent ça la réaffiliation sociale. C'est un terme un peu technique, mais qui dit essentiellement, vous savez, si ça fait 2 ou 3 ans que vous êtes dans la rue, vous vous organisez tout seul, peut-être que ce ne sera pas naturel demain matin d'aller chercher de l'aide. Non, Peut-être que ce ne sera pas naturel demain matin de coucher dans un 1,5, c'est ça. de commencer à s'organiser, faire des lunchs, Ça prend un faire de suivi, cuisine c'est collective. sûr. Alors, c'est le continuum de services. Oui. Alors, donc, on doit absolument commencer. Puis, il y a différentes approches en itinérance. Nous, on soutient les deux approches. Donc, il y a une approche
approche qui est très axée sur le communautaire, donnons les services, puis il y a une approche qui est très, ce qu'on dit en anglais, le housing first, donc ça nous prend absolument un toit. Oui. OK? Donc, parce que j'étais dans une conférence à Calgary, très, très drôle, et le gars dit, je vais vous poser des questions sur l'itinérance, puis levez la main. Fait que là, bon, si vous pensez que... Quel est le problème numéro un d'une personne itinérante? Problème de dépendance, problème de drogue, Ah, problème c'est ça, d'alcool. c'est les préjugés, Il dit, évidemment. il dit non, mais il dit le premier problème d'une personne en itinérance, Ben, c'est le c'est fait de ne pas avoir de toit. ben, c'est ça, j'allais dire, Alors avoir donc, froid l'hiver. exactement. Mais Oui. une fois que tu as le toit, puis Old Brewery fait de l'excellent travail, Mission Bon Accueil également, ils font l'excellent travail à s'assurer qu'ils ont les services pour les aider à s'en sortir. Je vais vous donner un exemple. Je parlais l'autre jour avec quelqu'un. Souvent, une personne itinérante n'aura pas nécessairement de compte de banque. Mhm. Alors donc, il faut s'assurer qu'elle puisse faire un peu de Ça me fait littératie. penser à la chanson des colocs, là. Hein, lance-moi pas que je vais compter des buts. Je peux pas Ouais. je peux pas te louer, t'as pas d'adresse. Oui, mais t'as pas d'adresse, je peux pas te trouver une job. On sait plus par où commencer là, pour s'en sortir. Exactement. Puis on a les. C'est ça qui est le fun faudrait que j'arrête de dire le mot fun. Là. Ben oui, c'est C'est comme un titre. ironique un peu. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir comment on a d'innombrables organismes communautaires qui ont les outils pour faire ça Ouais. et qui le font. OK? Fait que ce qu'on voit puis qui doit arriver Pour plus. souligner les bons coups aussi. Oui, on doit absolument. Ouais. Écoutez, Montréal, là, pendant la COVID, il n'y avait pas eu le tissu communautaire. Montréal se serait effondré. Mm. Alors, j'ai les 15 000 premiers masques qui ont été distribués à Montréal-Nord pendant la COVID, ça a été fait par le communautaire. Là. OK. Donc, tu sais, et on oublie ça. J'étais à l'époque impliqué. Mon point, c'est qu'on a un tissu social qui est très fort. Le tissu social, c'est quoi? Dans le vocabulaire de philanthropique, c'est une infrastructure sociale. Alors, qu'est-ce qu'on est bon à ne pas faire au Québec? C'est investir dans les infrastructures. Donc, moi, ma mission comme président de Centraide, c'est d'investir dans l'infrastructure sociale, qui est notre tissu social, qui peut s'occuper des gens qui ne tombent pas entre les mailles du filet. Fait que quand on parle d'itinérance, c'est un continuum de services. Sinon, on n'y arrivera pas. Qu'est-ce qui a été fait là, dans les dernières années? On reste toujours dans les solutions à court terme. Justement, est-ce qu'au bout des lignes de métro, il y en a des maisons d'hébergement qui ont ouvert dans les dernières années, par exemple? Honnêtement, je n'ai pas les chiffres en détail là, Ouais. sur la question des refuges, mais ce qui est fait, c'est qu'il y a définitivement une prise de conscience. Les gouvernements sont très présents. On voit beaucoup d'initiatives pour s'assurer, pour augmenter le nombre d'offres de logements ou de premiers logements avec les services soutenus. Moi, je suis très content de voir comment c'est organisé. Et comme je le disais tantôt, nous, on est multi-enjeux chez Centraide. On s'attaque à la question de la pauvreté dans son ensemble. On collabore avec tout le monde parce que c'est un de nos super pouvoirs. C'est la capacité de rassembler les gens pour discuter d'enjeux. Et dans le cas de l'itinérance, on a, je pense, une prise de conscience collective. Ce qui est des fois un peu... elle est arrivée, la prise de conscience, parce que subitement, on a tous été un peu dérangés. Quand Quand je dis dérangé, c'est qu'on a tous subitement un peu rencontré des personnes en situation d'itinérance à peu près partout dans nos vies. Il y a des endroits quotidiennes. où on s'y attendait moins aussi. Oui. C'est plus seulement au centre-ville. Alors, mais tu sais, quand on parle comme ça, on s'y attend moins. C'est comme si on banalise le fait que on ne devrait pas s'attendre à en voir ailleurs non plus. Donc, il y a toujours cette difficulté-là dans la conversation. Mais c'est clair qu'on ne peut pas continuer. Moi, j'appelle ça, est-ce qu'on a dans la société ici des demi-citoyens, donc des gens qui ne peuvent pas exercer leur pleine citoyenneté parce qu'ils n'ont pas des chances égales. Alors donc, et quand on parle d'itinérance, on parle de logement. Et moi, c'est pour ça que je dis tout le temps que la crise du logement ou la situation du logement actuel est un accélérateur de pauvreté. Bon, OK. Admettons qu'on est rendu à parler du logement. Parce que j'aurais tellement d'autres questions aussi là, par rapport à l'itinérance dans la rue et tout ça. On y reviendra si on a le temps. Donc, qu'est-ce qui fait que c'est si compliqué? Bien, c'est le coût. Je veux dire, Le coût, oui. C'est très, très cher. Et qui sont les gens qui investiraient normalement? Moi, demain matin, c'est sûr, je gagne des milliards à la loto. Oui, je vais faire ça, là, mais pour l'instant, je vais vous donner un exemple très précis. c'est pas n'importe qui, là. Je suis encore voyé, Patricia. Vas-y. Ça va venir. Là. Alors, je vais donner un exemple très précis. J'étais en conversation hier avec un promoteur immobilier. Et actuellement, dans le Grand Montréal, si on sépare la capacité de payer des gens en 5 quintiles, OK? Premier quintile, logement social. Deuxième quintile, abordable. Troisième et quatrième quintile, disons, classe moyenne. OK. Puis cinquième quintile sont des logements de luxe, disons, des penthouses. On les oublie, ceux-là. Et actuellement, à Montréal, les chiffres
pour un projet immobilier ne fonctionne pas pour le troisième quintile. Donc, on n'est pas capable de construire du logement à des coûts raisonnables qui vont permettre de frapper les gens exactement où on en a Si besoin. j'ai bien compris ta définition, le troisième quintile, on parle d'une famille avec un travail, un revenu Ouais. moyen. Là. Oui, oui, exactement. Tu sais, comme une famille que j'ai rencontrée dans une banque alimentaire récemment, là, 85 000 de revenus. Oui. À peu près 50 de leur revenu net passe en logement et ils sont en banque alimentaire. Là. Ça fait que, Ouais. donc, tu sais, il y a cette pression-là aussi. Il y a aussi le fait il y a bien des jeunes actuellement qui veulent être montréalais, veulent demeurer Ouais. à Montréal, qui ne peuvent pas aspirer à la propriété. Mais là-dessus, moi, je trouve qu'on s'est créé le problème. Alors, on a mythifié l'accès à la propriété comme étant un symbole de succès social. Alors, si tu n'es pas propriétaire, c'est terrible, tu sais. Mm. Et ce qu'on a fait pour ajouter à ça, on n'a pas créé d'endroit où une personne pouvait comme étudier, première blonde, des enfants, et vivre dans un même complexe, dans une communauté, tu sais, avec Ouais. 5 000, 4 000 logements et pouvoir rester là puis rendre ça intéressant puis cool. Il y Ouais. a des affaires super intéressantes qui se font par la société Angus dans l'est de l'île. Christian Carini pourra en parler. Mais donc, fait que sur la question du logement, c'est très cher à construire, le Ouais. coût de construction, très difficile à financer actuellement. Et dans le cas du social et abordable, on n'y arrive pas si les gouvernements ne mettent pas de sous. Oui. Mais est-ce que aussi les problèmes de la toxicomanie, la criminalité, est-ce que ça pourrait freiner certains investisseurs pour ce genre de projet-là? Ben, la réponse à ça, très simple, c'est oui. Mais la vraie réponse, c'est non. Parce que, je veux dire, il y a une question de gentrification, peut-être, tu vas me dire, mais je pense pas je pense pas qu'il faut penser à ça. Et si on pense à ça, on ne regarde pas le problème de la bonne façon. Il faut absolument regarder le problème en se disant, on va s'occuper de ces gens-là. Pas en disant, on ne construira pas parce qu'ils sont là. Ouais. Parce que là, on est dans J'essaie l'exclusion. de voir ça de façon réaliste là, quand Ouais, même. ouais. C'est vrai que les gens, malheureusement, ont des préjugés. Puis ils ont aussi, il y a certaines réalités. Plus la pauvreté est ensemble, plus ça devient ghettoisé. Puis plus malheureusement, ça amène de la criminalité. Là. Oui, mais là, tu es dans les préjugés assez solides. là. Exactement, mais Parce que c'est ce qu'on entend beaucoup. Ouais, là. je C'est pour peux- ça que j'en parle, pour peux que te- tu me dises le contraire, Non, idéalement. mais je peux t'amener dans les quartiers de Montréal qui sont, disons, dits moins favorisés, dans Oui. lesquels il n'y a pas de criminalité. Mhm. En même temps, si on parle, puis là, je vais t'amener sur un autre sujet que Centraide Travail, qui parle de la réussite éducative. Alors, moi, quand je suis arrivé Oui. ici, je parlais de la réussite éducative des jeunes. OK? Mhm. Alors, tu le sais, là, je te le rappelle sinon, le premier indicateur de ton revenu futur, c'est le niveau d'études que tu atteins. Oui. OK? Premier indicateur. Et là, les gens ici m'ont dit, Claude, arrête de parler de la réussite éducative des jeunes, il faut que tu parles de la réussite éducative et sociale des jeunes. OK. Donc, il faut s'assurer, OK, que les enfants puissent réussir à l'école, mais également, lorsqu'ils sortent de l'école, sont bien entourés pour réussir. Et j'ai rencontré un organisme communautaire qui a un camp de jour de soir. OK? Un camp de soir. Oui, mais tu sais, je l'exprime comme ça. Oui, oui, je comprends. Alors, donc, lui, son organisme dans la journée n'est pas ouvert, mais il ouvre à 4 heures. Et Ça répond à des besoins. C'est bon, ça. Mais fait que là, c'est un peu curieux, right? Fait que là, tu te dis, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Fait qu'il dit, eh ben, j'ai des ententes avec les écoles, je peux avoir accès au gym, tout ça, pas de problème. Mais il dit, la clé pour moi, c'est qu'ils ne sont pas dans la rue Oui. de 7 à 9 et demi. Ils sont avec moi, puis ils ne sont pas en train d'être dans le trouble, Oui. tu sais. Fait que là, je dis, OK, mais explique-moi pourquoi. Mais il dit, parce que sinon, ils deviennent des cibles pour des gangs de rue. Donc, Voilà. tu me parles de criminalité. Moi, je te dis, il y a des organismes communautaires qui sont là pour donner un coup de main. Absolument. L'autre truc, je prenais un café avec Fadi Daguerre, le chef de police de la ville de Montréal. Et Fadi, il me disait qu'à peu près 70 à 75 des appels au centre-ville de Montréal sont des appels sociaux. OK. Donc, ce pas des appels d'intervention. Oui, oui. Voilà, mais C'est plus prévention. c'est beaucoup des gens qui peuvent un peu se décomposer, là, qui peut-être un problème de santé mentale, des fois d'itinérance, un excès d'alcool, whatever. Mais si on interrogeait, ces gens-là sont souvent très bien accompagnés par des organismes communautaires aussi. Fait que je pense que comme société, il va falloir accepter qu'on doit absolument passer par une augmentation des services aux gens en première ligne, parce qu'il y a des gens qui sont dans la rue qui ne devraient pas être dans la rue. Absolument. Mais si on revient au logement,
Oui. Là, tu me disais les logements pour les personnes de famille moyenne à un coût abordable, Oui. correct. On a du mal à en construire. On a où est-ce qu'on en est, là? Est-ce que le gouvernement est au courant, évidemment? Là? Ben, c'est clair. Qu'est-ce qu'il fait de plus pour aider maintenant qu'on connaît la problématique? Puis après ça, j'aimerais qu'on parle des 2 autres paliers aussi, là, les HLM et tout ça. Comment ça va de ce Fait que côté-là? moi, je vais te donner un chiffre et là, on va renouveler le chiffre là, dans à peu près un mois. Mais alors, McKinsey a fait une étude pro bono pour nous OK. et on a développé un indice qui s'appelle l'indice du revenu résiduel net. OK. Alors, souviens-toi quand je te parlais tantôt de la pauvreté. Alors, l'indice du revenu résiduel net, Ouais. ce que ça détermine, c'est il te reste combien d'argent dans tes poches Mhm. une fois que tu as payé tes besoins essentiels. Donc, te loger, te nourrir, Ouais. te vêtir, te transporter. OK? Alors, on a déterminé qu'à Montréal, dans le marché actuel, ça prend minimum 31 000 pour ne pas être négatif à la fin du mois. Ne Mhm. pas être négatif à la fin du mois. OK? OK. Et actuellement, dans le Grand Montréal, il y a 310 000 ménages. OK? Donc, multiplie par 1,8 ou 2. Donc, plus de 500 000 personnes Personne. qui sont négatives à la fin du mois Mhm. dans le marché actuel du logement. OK? Ouais. Et on sait que ce chiffre-là est sous-estimé. OK. Donc, on a 1,5 million de personnes qui n'arrivent pas à la fin du mois Parce que dans le marché du logement actuel parce que le prix du logement a C'est ça. énormément augmenté. Alors, Donc, ce qu'il faut faire, c'est construire. Et ça prend beaucoup de logements sociaux et abordables. Puis, je vais te donner un exemple d'initiative. Nous, il y a 3 ans, moi, je suis allé voir à maintes reprises la Ville de Montréal pour dire il y a un terrain qui s'appelle Blue Bonnet. Donnez-moi-le. Puis la Ville de Montréal me disait oui, mais pourquoi, qu'est-ce que tu fais là-dedans, Centraide? Je dis nous, on atténue les effets de la pauvreté. Et je suis allé voir Pierre Boivin, qui travaille avec Claridge. Et j'ai dit à Pierre, il faut que tu viennes m'aider. On va, à deux, là, on connaît tout le monde. oui. On va essayer de casser le modèle pour développer Blue Bonnet. Alors, on a convaincu plusieurs personnes du monde des affaires, les gens du communautaire de Côte-des-Neiges, les 3 paliers de gouvernement, un après l'autre, avec des rencontres, en leur disant, nous, on va designer cette affaire-là, puis éventuellement, on va créer des logements sociaux et abordables dans le secteur. Et on est actuellement dans la phase 2, puis on a annoncé qu'il pourrait y avoir jusqu'à 10 000 portes. Donc, Ah, et comme ce sont des logements qui prennent en compte la réalité actuelle du marché, il y aurait beaucoup de logements, 40 peut-être des logements environ, 2500, 3000 logements, je veux dire, oui. qui seraient des 6,5, 7,5, 8,5, plus grands. OK. Donc, on pourrait éventuellement, c'est un quartier qui pourrait accueillir à peu près 30 000 personnes, mais qui est développé d'une façon comme. Puis là, il faudra voir, là, les études vont sortir bientôt, mais tu sais, qu'il y aurait éventuellement une place de CLSC, l'école serait Oui. pensée immédiatement, les premiers étages pourraient être des services de proximité, il pourrait y avoir des organismes communautaires qui sont là. Fait que l'idée, il en existe. Un des blocages qu'on a, puis on l'a dit dans une étude qu'on a faite Centraide, on l'a appelée la maison Centraide, c'est il y a plusieurs trucs qui doivent être faits. Fait les villes disposent d'édifices municipaux qui Pardon, les villes? les villes disposent d'édifices municipaux Mhm. qui peuvent être reconditionnés puis placés ailleurs puis être rapidement mis sur le marché. OK. Possible. Elles ont des terrains possibles. Elles peuvent travailler sur la réglementation municipale. Possible. Elles peuvent également s'assurer que les promoteurs immobiliers ont un guichet unique. C'est possible aussi. Fait qu'il y a OK. plein de mesures. Fait que la crise du logement, Patricia, il y a une seule façon qu'on va la régler, c'est en additionnant les solutions. Oui. Et pour additionner les solutions, on a besoin de tout le monde autour de la table. Ben absolument. Puis tous les paliers, rapidement, là, justement, tu en as glissé un petit mot. Je pense qu'on a lu le même article là, concernant Guillaume Clich-Rivard, député de Québec solidaire, Oui, oui. qui aimerait qu'on puisse rendre légal, en quelque sorte, la colocation dans des HLM. Oui. Mais oui. Ben, oui. moi, je dis Alléluia. Ouais. Mais ce n'est pas une solution miracle. Non. C'est mais ça peut aider. super innovant, Mhm. mais c'est une des 125 ou 2000 initiatives qu'on a besoin pour régler la crise du logement. C'est ça. Moi, j'étais super content de voir ça, puis j'espère que ça va fonctionner. Ça m'étonnerait que Ça, c'est fonctionne au pas. palier provincial. Maintenant, si on vient au palier municipal, en faisant mes recherches, là, je suis tombée sur le plan Solidarité, Équité et Inclusion 2021-2025 de Montréal. Tu Oui. connais sûrement Oui, ça. oui. Puisqu'on en est à la fin. Puis là, ça dit toutes les mesures que Montréal avait l'intention de prendre il y a 5 ans pour aider à diminuer la pauvreté, l'itinérance. Est-ce que ça a été fait, selon Ben, toi? Est-ce que la- ça a bien été fait? La Ville a une série de leviers, mais n'a pas tous les leviers, n'est-ce Ouais. pas? Fait que le Centraide, en argent propre, Mhm. on investit plus en développement social que la Ville Que peut la le faire. Ville. OK? Fait que, mais c'est notre mission. Ouais. Et je pense que la difficulté pour l'ensemble des villes, je ne parle pas juste de Montréal, c'est qu'il y a beaucoup de services qui ont été
qui leur ont été données sans que le financement suive véritablement. Ah. Moi, je pense que ce qu'il faut arriver à faire partout, puis tu sais, je parle à Laval, à Stéphane ou à Catherine sur la Rive-Sud, puis je suis en contact avec l'équipe de Valérie Plante également. Je pense que ce qu'il faut arriver à faire, c'est toujours continuer de sensibiliser, mais de travailler en équipe. Oui. Et parce que la ville comme telle n'a pas énormément de pouvoir si elle n'a pas le financement qui vient des autres C'est ordres de ça. gouvernement. Absolument. Puis nous, en tant que citoyens, d'abord, qu'est-ce qu'on peut exiger de nos élus municipaux? Bien, on doit exiger, je vais vous dire le mot-clé, c'est de la planification. Alors, on doit exiger que le 1er décembre, on n'accepte plus ça comme citoyen. On Ouais. n'accepte plus qu'on ne soit pas prêt pour le 1er décembre en Pour les itinérance. hivers. Oui. C'est clair, on n'accepte plus ça. Donc, on doit absolument exiger de la planification et que tout le monde accepte de se parler. On ne peut plus rester seul dans nos coins. Dans notre coin. Et nous-mêmes, comme citoyens, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire? Ben, moi, je vais vous dire, c'est très drôle. Et là, c'est drôle. Oui. Alors, ça fait 1 an que je n'ai pas de bénévolat. OK? OK. Mon bénévolat, j'ai toujours fait du bénévolat. Et Ouais. mes Qu'est-ce enfants- que tu veux dire, je n'ai pas de bénévolat? Non, mais je ne suis pas impliqué dans une Ah, OK. cause autre que ma job. Ben, c'est OK? assez. Fait que, ouais, mais je pense que j'en fais pas mal. Ouais. Mais alors, je suis un gars de sport, Ouais. j'adore le sport. Fait OK. que j'étais jusqu'à l'an dernier président de la Fédération québécoise des sports cyclistes. Mhm. Alors là, je me cherche du bénévolat. OK. Puis une des raisons pour lesquelles je cherche du bénévolat, c'est que moi, je dis souvent que c'est assez facile d'être bon dans sa job. C'est relativement facile d'être bon, un bon père de famille puis un bon conjoint. Si tu veux tester tes valeurs, va le faire avec des situations qui sont complètement hors de ton contrôle ou qui ne sont pas dans ton quotidien. Dans ta zone de confort. Et ça, la possibilité que ça te donne, c'est de contribuer à faire en sorte, tu sais. Moi, j'appelle ça exercice à pleine citoyenneté. Fait que chez nous, on n'a pas été élevés. Mon père n'élevait pas des enfants. Il disait toujours, j'élève des citoyens. Et quand tu es citoyen, ça veut dire que tu fais partie d'un grand groupe. Ça veut dire que tu Ouais. fais partie d'une communauté. Mhm. Puis quand tu fais partie d'une communauté, tu veux que ta communauté aille bien. Puis pour faire ça, il faut que tu t'impliques. Ouais. Puis donc, on incite les gens à s'impliquer. C'est plus facile qu'on pense aussi, là, s'impliquer. C'est nettement plus facile. Puis je vais vous donner un exemple. Alors, mon plus jeune, 14 ans, lui, il en fait du bénévolat. Ouais. Son père est président de Centraide. Pas le choix. Il est très occupé. Et je l'ai amené l'autre jour avec un de ses amis faire du bénévolat dans un organisme d'aide aux devoirs. OK? Et si toi et moi, on passait en face de l'édifice, tu ne verrais pas que c'est de l'aide aux devoirs. Mhm. Mais les gens peuvent signaler le 211 pour trouver des endroits. Ils peuvent interpeller les différentes unités en développement social des villes pour avoir des références. Ah oui. Mais aussi, ils peuvent juste tendre l'oreille et discuter avec les gens. Ils vont trouver que les gens sont pas mal plus impliqués qu'on pense. Moi, ça me décourage un peu de voir les écoles demander un certain nombre d'heures de bénévolat à des enfants parce que je trouve pas que c'est la job des écoles. Je trouve que c'est la Ouais. job des parents. Ouais. Et je pense qu'on doit absolument s'assurer que nos enfants deviennent des citoyens puis qu'ils vont contribuer à quelque chose de plus grand qu'eux. Ouais. Et c'est la seule façon d'y arriver. C'est la même chose au niveau des enjeux de l'itinérance, au niveau de la Ouais. sécurité alimentaire, la santé mentale, au niveau des enfants. Si on arrive comme société à se dire, c'est pas les intérêts du gouvernement actuel, pas les intérêts de mon administration, mais c'est l'intérêt de la société. Fait que en anglais, on dit le greater good. OK? Mhm. Fait que donc, comment on travaille au bien commun? C'est ça. Puis c'est Le ça bien qu'il de faut tous. arriver, Ouais. il faut arriver à faire. Oui, puis donc l'implication bénévole, ben, c'est facile avec Centre d'action bénévole, entre autres. C'est comme des petites annonces. Je me rappelle la première fois Ouais. que j'ai voulu faire du bénévolat, j'ai regardé, mon Dieu, on dirait des offres d'emploi. Là. Puis là, tu choisis selon tes compétences, puis tout ça. Puis c'est le fun. Une fois qu'on a commencé, on ne veut plus arrêter. Tout le monde a du temps à donner ou de l'argent. Donc, il faut donner, que ce soit du temps ou de l'argent, mais surtout, il faut que le gouvernement fasse sa job, les différents paliers. Donc, si ce qu'on retiendrait des pistes de solutions et tout ça, là, ce serait quoi? D'abord, tu l'as dit que les paliers de gouvernement se parlent entre eux, que tout le monde agisse. Ça prend, moi, j'appelle ça la collaboration radicale. Oui. Et les gens me chicanent parce que radical, ça fait radical. Je dis oui, mais c'est ça qu'on a besoin. Oui. Alors, ce que je dis, c'est que quand on entre dans une pièce, Patricia, OK, Mm. et qu'on a 8 autour de la table, tes intérêts d'organisation, tes intérêts personnels, tes valeurs même, à certains égards, quand tu vises le bien commun, des fois, tu peux accepter de compromettre un peu sur tes valeurs. Alors, quand on est 8 autour de la table, qu'on laisse de côté nos intérêts corporatifs ou personnels, Ouais. et on travaille que pour le bien de la personne qu'on essaie d'aider, on va avancer.
Et ça, là, ça n'a rien à voir avec les dollars, ça n'a rien à voir avec les politiques que tu as mis en place ou tes promesses électorales. Ça a à voir avec comment tu es capable faire une différence dans la vie d'une personne. Ouais. Et moi, c'est ça qui me drive tous les matins. Quand je me lève le matin, je me dis, c'est ça ma job. Des fois, je trouve ça dur. Mais ta job, c'est aussi d'aller parler à ceux qui ont vraiment du pouvoir. Et on le fait. Dans le cas de Gallo là, ou de Blue Bonnet, Oui. on a réuni la société civile et je dis à l'équipe, quand on va faire la première pelletée de terre, là, ça, là, Mm. on va célébrer parce qu'on aura utilisé notre pouvoir spécial, qui est un pouvoir de rassembler et de passer à l'action. Alors, c'est une chose de rassembler, mais il faut passer à l'action. Merci beaucoup, Claude Pinard, président, directeur général de Centraide du Grand Montréal. Je pense que ça nous éclaire pas mal, hein, que d'abord, la première étape, c'est d'en parler. Alors, si vous voulez continuer cette belle conversation, n'hésitez pas à nous contacter et à écouter et à partager les Montréalistes.